Ok. Bon, ben, bonjour tout le monde. Nous vous remercions. Le réseau scientifique international des métiers des villes africaines est aujourd'hui à sa troisième rencontre en réseau et le deuxième webinaire qui rentre dans le cadre de l'onglet Think Talk. Donc, il s'agit d'un webinaire débat et partage d'expérience. Il faut savoir que ce webinaire-là, il fait suite à un webinaire Think Transfer qui a porté sur l'analyse bibliométrique et son impact sur la recherche scientifique. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de discuter de ce sujet-là en nous intéressant au cas des villes africaines. Je tiens à préciser que cas des villes africaines ne sous-entend pas qu'on va faire le tour des villes africaines en tant que telles, mais surtout que nous allons nous déclarer étant représentants de nos différentes villes en fonction de là où chacun habite et aussi dans le domaine professionnel des métiers de la vie dans lesquels il travaille par rapport à sa ville d'origine qui nous... Voilà. Donc, ce serait à peu près ça le cas des villes africaines. Donc, vraiment l'expérience de chacun par rapport à la ville africaine qu'il connaît, qu'il a vécu ou dans laquelle il travaille. Je me présente, mon nom c'est Femi Fagla et aujourd'hui je serai le modérateur de ce Think Talk. Et avant de continuer, je tiens à remercier tous mes collègues avec qui nous avons élaboré cette table ronde de partage et d'expérience. Alors, pour aujourd'hui, la présentation va se diviser en trois parties. Dans une première partie, je ferai un rappel sur l'analyse bibliométrique, vraiment un rappel très rapide. Je ferai aussi un autre rappel dans une deuxième partie sur les impacts et les enjeux de l'analyse bibliométrique. Et pour terminer, nous allons rebondir justement sur ces deux rappels-là pour mettre en place les thématiques principales qui permettront les échanges de cette table ronde. Et après, il y aura sûrement une conclusion à la fin de nos échanges. Je ne pense pas qu'on pourra tout discuter, forcément. On a une limite de temps d'à peu près 1h30. Mais en tout cas, l'essentiel, ce serait de partager ce qu'on pourra partager entre nous et de discuter. Je tiens à rappeler que il n'y a pas vraiment d'idées fermées. On est ouvert à vos questions, vos idées. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de mauvais propos. Juste, on va quand même garder un ton respectueux les uns envers les autres pour fluidifier les échanges et aussi que tout le monde se sente intégré et non discriminé. Sur ce, je vais donc commencer. Alors, la dernière fois, avant de parler de la bibliométrie, j'avais parlé de la bibliographie pour pouvoir permettre de faire une différence entre les deux. Et il faudrait savoir donc si la bibliographie va mettre en avant des éléments de référence de travaux scientifiques que vous avez documentés dans votre travail, plus des sources connexes. La bibliométrie, elle, sera plutôt un ensemble de méthodes et d'analyses quantitatives des sciences. Donc, l'idée de la bibliométrie sera vraiment de mesurer, de voir la production scientifique, donc articles, livres, ainsi de suite, comme un bien consommable dont on peut mesurer la production, dont on peut mesurer la diffusion, dont on peut mesurer les sources de financement et le rayonnement international. Donc, ce sera à peu près ça. Et aussi, la bibliométrie aussi permet de savoir l'impact que un article, un livre ou un document scientifique, une vidéo même parfois, a sur la communauté scientifique parce que c'est à travers justement des indicateurs. Donc, la bibliométrie, en résumé, c'est donc une application de méthodes statistiques ou mathématiques, mais orientée sur des éléments de référence bibliographiques. Et on avait expliqué la dernière fois qu'il y a 7 usages principaux. On a la comparaison entre revues scientifiques, donc les revues étant les éléments dans lesquels sont catalogués euh, des articles, des livres, des extraits de livres et ainsi de suite. Donc, pour comparer, par exemple, vous vous intéressez à la géographie, vous voulez savoir quelle revue est la plus intéressante selon vos besoins, bien, la bibliométrie peut vous permettre de savoir quelle revue scientifique est la plus lue, la plus citée, ainsi de suite. Mais cela ne sous-entend pas que ce qui est plus lu ou plus cité est forcément de meilleure qualité qu'une autre revue. Donc la qualité, c'est-à-dire la bibliométrie va se concentrer sur l'analyse quantitative,
Mais pour ce qui est de l'analyse qualitative des données, des informations, il n'y a que vous, à travers votre lecture, qui pourrez en décider de cela. Ça permet aussi de faire une évaluation consistante et stable des revues. Donc, ça permet de, les revues aussi se font des évaluations pour savoir si elles progressent ou pas. Donc, ça peut permettre voilà, de faire l'évaluation. Ça permet aussi une indication rapide de l'impact des citations pour des nouveaux titres. Donc, par exemple, vous avez publié un article sur la ville de Douala, par exemple, et vous voulez savoir est-ce que les gens citent votre article, est-ce que c'est lu, est-ce que votre article a vraiment un impact sur le milieu universitaire dans lequel vous êtes. Eh bien, les citations reliées à votre article qui sont indexées par la bibliométrie, voilà, ça peut vous permettre de faire ça. Ça permet d'évaluer le travail d'un individu ou d'un groupe de chercheurs. Ça veut dire quoi? Ça signifie que si vous êtes dans un groupe de recherche, une chaire de recherche ou un observatoire de recherche ou un centre de recherche, les publications en votre nom propre, les publications au nom de vos collègues et de ceux qui sont la tête de votre centre de recherche ou ainsi de suite, les citations que vous faites seront compilées collectivement pour savoir donc quel est votre impact individuellement dans votre groupe, mais surtout aussi quel est l'impact que le groupe, le centre, l'observatoire ou la chaire de recherche a sur le domaine dans lequel vous travaillez. Donc, je peux prendre un exemple, la santé. Vous êtes dans un centre de recherche qui travaille sur le cancer, par exemple, et vous produisez des articles, les autres autour de vous produisent des articles, donc vous recevez des citations, et donc à la fin, on regarde toutes les citations que vous produisez collectivement ou individuellement pour donner une pondération à votre travail personnel et et celui de votre groupe en général. Donc, c'est aussi un donc ça agit donc sur plus tard sur la question des fonds de recherche et de financement. Il y a aussi l'évolution d'un thème de recherche. Par exemple, il y a de cela 3 ans, quand vous cherchez des citations sur la COVID, il y avait beaucoup de gens qui écrivaient beaucoup en un temps record sur la COVID. Et donc, du coup, le thème de recherche COVID-19 et son impact sur la mondialisation est resté longtemps un thème de recherche hautement documenté à cause de ce que nous avons traversé ensemble. Donc, si vous êtes dans un sujet ou un objet de recherche comme le transport, et que vous avez envie de vous inscrire dans ce qui se dit le plus dans votre domaine, bah, vous pouvez utiliser la bibliométrie pour savoir de quoi on parle. Enfin, la sélection des candidats pour un poste de chercheur. Donc, vraiment, d'habitude, pour pouvoir choisir des candidats en fonction, par exemple, que vous êtes là, vous visez un jour enseigner au MIT, par exemple, bah, le jour où vous allez postuler au poste, c'est-à-dire l'indice H, ben, les indices bibliométriques euh, de votre profil seront consultés. Donc, le nombre de citations que vous avez reçues, le nombre de journaux dans lesquels vous avez publié, le nombre de personnes avec qui vous avez collaboré. Bref, tous ces éléments-là vous permettront de décerner votre profil de production. Et donc, voilà comment est-ce que ça peut agir sur les postes de chercheurs. Si, bien sûr, on n'est pas dans le contexte d'un pays où le poste de chercheur est plutôt relié à des aspects politiques que des aspects de production en tant que candidat. Et enfin, le dernier point, comme usage, c'est la performance des universités. Une université, c'est un ensemble d'écoles, un ensemble de facultés dans lesquelles il y a des observatoires, des centres de recherche, des groupes de recherche, des chaires. Et donc, du coup, en faisant le point de toutes les citations que vous recevez par an, par département, par observatoire, par chaire, bref, quand on compile tout ça, on peut savoir donc que ben, cette université-là, elle est très productive dans les sciences dans lesquelles elle intervient et qui ont donc un impact sur le social, l'écologie, l'économie et ainsi de suite. Donc voilà quelques usages qu'on peut préciter dans la vie de l'analyse bibliométrique. Et la dernière fois, j'avais parlé des 4 indicateurs usuels, habituels, donc l'indicateur de production, l'indicateur de collaboration, l'indicateur d'impact, l'indicateur d'excellence. J'avais aussi montré quelques mesures d'impact. Donc, c'est des outils bibliométriques qu'on utilise pour mesurer justement les données statistiques. Donc, il y a le facteur d'impact qui est le plus connu. Il y a le CITI Score, il y a le SGR, il y a le SNIP. On a aussi le Agent Factor, le Arctic Influence, l'indice H5. Il n'y en a pas que ces 6-là, il y en a vraiment beaucoup. Et ça varie parfois d'un pays à un autre. Donc, c'est ces mesures-là qui sont utilisées justement pour pouvoir orienter le calcul qu'on fera de votre impact bibliométrique. Il faut vraiment faire attention. C'est pas parce que vous avez un haut score au niveau du facteur d'impact,
ça signifie que vous aurez un score au niveau de l'indice i5 parce que chaque mesure d'impact va cibler une orientation que notre facteur, que notre mesure ne prendra pas en compte. J'invente, hein. Peut-être que par exemple l'indice H5 s'intéresse au nom de famille des chercheurs, alors que l'indice H8 s'intéresse aux sources de financement. Des fois, donc vous voyez, donc en fonction de l'intérêt que la mesure d'impact va viser, votre score se peut être très élevé ou très bas. Et moi, je conseillerais aux gens de pas forcément construire votre carrière sur vos indices bibliométriques, oui, bibliométriques, ou des mesures d'impact, mais vraiment construire votre carrière peut-être sur la production de sujets que vous aimez dans vos domaines et le reste se fera comme étant une conséquence. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire de façon personnelle. La dernière fois, nous avons fait un zoom sur le facteur d'impact et j'avais expliqué ce que c'était. Et j'avais aussi pris l'exemple aussi de l'indice H pour expliquer comment ça fonctionne. Je sais de là pour donner une idée. Et après, on avait parlé de la stratégie de l'analyse bibliométrique. Bon, on avait pris un cas pratique et j'avais mis des liens de mesures, euh, 7 mesures bibliométriques, donc des outils analytiques que vous pouvez utiliser. Je vous ai proposé 7, j'ai mis les liens. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller télécharger ce webinaire en PDF et pouvoir avoir accès ou aller directement sur Internet. J'avais aussi parlé des avantages. Je disais que les mesures d'impact permettent un bilan quantitatif de la production scientifique véhiculé dans des revues par différents auteurs via des articles différents. Donc, vraiment de savoir comment je produis et comment ma production se situe dans un tout. Elles indiquent aussi comment les articles qui ont capté l'attention de la communauté. Donc, ça permet de vous savoir si vous êtes lu ou pas. Donc, personnellement, moi, j'aime beaucoup les mesures d'impact de Academia pour dire qu'une personne va lire votre travail ou faire un commentaire, vous êtes informé en temps et en heure. Bon, c'est pas vraiment une analyse bibliométrique complète parce que vous n'avez pas accès à toutes les données statistiques après, mais au moins ça vous donne une idée de est-ce que votre travail est apprécié ou pas? Et ça peut vous donner peut-être des idées. Vous voyez qu'il y a un tel pays où les gens tout le temps ils viennent, voilà, ils viennent cliquer sur mon travail. Donc peut-être que ce sujet-là est d'actualité dans ce pays-là et vous pouvez orienter vos collaborations. Donc voilà des avantages. Ça peut être aussi utile pour repérer les tests fondateurs dans un domaine. Par exemple, vous venez de commencer une maîtrise ou un doctorat en économie et vous voulez savoir c'est quoi les tests les plus lus, les tests fondateurs. Mais vous allez voir les statistiques bibliométriques, donc l'indice, le facteur, tout ça là, et vous allez voir, ben, il y a des documents où pratiquement toutes les thèses ou tous les articles produits dans la même période passent par ce document-là ou indiquent ce document-là. Donc, c'est un test fondateur. Ce serait intéressant que vous le lisiez pour améliorer la qualité de votre travail ou pour au moins pour vous situer dans une logique collective. Parce que tout ce que tout le monde valide, ça fait office de consensus. Les limites. Bon, tout à l'heure, je l'avais dit, hein, malheureusement, la bibliométrie ne permet pas d'aborder la qualité ou la pertinence des publications et aussi des revues. Donc, pour avoir un excellent article sur un sujet qui n'a pas été cité parce qu'il est dans un domaine trop axé, donc par exemple, quelqu'un qui s'intéresse à l'oursin de Fleuve Doux, bon, j'invente, hein, à l'oursin de Fleuve Doux, bon, c'est un excellent article, hein, il a bien écrit, bien expliqué, il a fait tout ce qu'il faut. Et malheureusement, si dans la même période, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à ce sujet-là, il ne sera pas trop cité. C'est de la même manière qu'on retrouve parfois des travaux qui ont été faits dans les années, des décennies au-delà, et qui reprennent goût à d'autres époques données, comme un vin qui se vieillit dans le temps. Et là, ça se bonifie. Donc vraiment, c'est ça. La bibliométrie ne permet pas d'aborder la qualité de votre travail, malheureusement. Les revues d'impact, les revues qui ont des, des, des mesures bibliométriques basses, qu'on peut dire encore moins bonnes, peuvent être victimes de ça. Imaginez une revue africaine, par exemple, qui a une dizaine ou une vingtaine d'articles extrêmement bien écrits, mais qui pas trop cités. Donc, ces mesures bibliométriques seront vraiment bas. Et dans cette logique-là, ça ne signifie pas que cette revue-là est mauvaise ou qu'elle est moins bonne qu'une autre qui est très citée, mais ça signifie juste que, bon, il y a des facteurs statistiques qui jouent. L'anglais est la langue la plus indexée dans la plupart des bases de données et
Donc ça agit donc finalement. Donc le fait d'avoir un article en français ou un article en anglais, comment ça agit sur la capacité que vous aurez à avoir plus vite ou beaucoup plus de citations que quelqu'un qui écrit dans une autre langue. Et donc voilà des limites. Euh, enfin, vous avez aussi, ce serait aussi intéressant de ne pas utiliser la bibliométrie pour comparer des disciplines entre elles. Un exemple simple, hein, la médecine et l'urbanisme. Les domaines, la médecine est l'un des domaines, de- et à travers ce domaine-là, toutes les disciplines qu'on retrouve, euh, leur capacité de production est extrêmement élevée, puisqu'ils ont accès à un matériel, à un échantillon humain de façon régulière. Donc, il y a des malades qui vivent des réalités, qui soignent. Et donc, du coup, ils ont toujours une base de données utile pour produire de la connaissance en temps et en heure. Donc, les médecins, ils écrivent vite. Bon, pas ils écrivent vite, mais ils produisent plus. Enfin, c'est pas forcément de très longs articles, là, mais ça peut être des courts d'articles, mais vraiment, ils publient beaucoup. Vous prenez quelqu'un qui est en sciences sociales, en urbanisme, avant de faire boucler un projet, il faut qu'il aille sur le terrain, il doit faire des enquêtes, il doit traiter les données, il doit vérifier que les données correspondent aux trucs là, les trucs d'éthique là. Et vous faites tout ça là d'abord, si c'est un projet, si c'est que l'article découle d'un projet urbain par exemple, vous devez encore travailler sur le diagnostic du projet. Donc vous voyez, l'étape est beaucoup plus longue. Et le matériel disponible, les données sont beaucoup plus difficiles à collecter. Et donc, le gars, là, il y aura plus de difficultés. Il publiera peut-être 2 ou 3 articles. S'il est très bon, très rapide, par an. Vous voyez, donc il y a un déphasage entre les disciplines. Donc, il n'y a pas une discipline qui est meilleure qu'une autre juste parce que son facteur d'impact ou bien son score bibliométrique est plus élevé. Donc, nous voici et à la fin du rappel de l'analyse bibliométrique. Donc, j'ai vraiment brossé. Et là, je vais maintenant aborder la question des impacts et des enjeux. Alors, les enjeux, on en avait trouvé 7 hein, la dernière fois. On en avait trouvé 7. Il y a d'abord celle de la visibilité internationale des recherches. Donc, il y a des pays qui produisent, même qu'il y a des pays soit classés comme des pays soi-disant riches ou soi-disant pauvres. Pratiquement tous les pays ont des chercheurs qui produisent, mais malheureusement, la visibilité n'est pas la même. Et donc, du coup, en fonction de comment les outils bibliométriques se comportent sur les réseaux, il y aura des pays qui sont très... Par exemple, la Chine est le pays aujourd'hui qui produit le plus parce que, justement, il publie beaucoup et vite. Et donc, ça ne veut pas dire que dans un pays comme le Tonga ou Togo, par exemple, on ne produit rien. Non, c'est pas ça. Donc, vous avez la visibilité des recherches. Vous avez comme enjeu la collaboration internationale. Vous avez le transfert des connaissances, l'accès à l'information, l'évaluation de la recherche et le rayonnement, l'accès aux ressources et sources de financement, le positionnement géopolitique de la production du savoir. Donc voilà 7 enjeux que nous avions identifiés au sortir de notre, voilà, de notre, excusez-moi, de notre webinaire de la dernière fois. Euh, et au niveau des impacts, malheureusement, on s'est rendu compte que tout cela crée donc un clivage parce que en fonction de où vous êtes situé pour réaliser votre recherche scientifique, elle peut être tout de suite pondérée. Elle peut subir tout de suite, malheureusement, une discrimination physico-spatiale et géographique, indépendamment de vous, votre volonté, parce que vous savez que le sujet sur lequel vous travaillez, il est intéressant, mais malheureusement, à partir de où vous faites votre recherche, comment vous avez accès aux bases de données ou aux revues, et ensuite comment ces revues-là choisissent leurs impacts de recherche, a une incidence directe sur votre profil de chercheur. Donc, il y aura dans les pays soi-disant sous-développés d'excellents chercheurs qui font des travaux de qualité vraiment de pointe, mais malheureusement, à cause de cette structuration bibliométrique, ils vont se retrouver plus ou moins biaisés, bloqués, ou ils n'ont pas la capacité facilement à obtenir des fonds et des sources de financement à cause de tout ce dont je viens de vous expliquer. Donc voilà, c'était le principal impact. Il y en avait d'autres, mais celui-là, il était vraiment important. Et si on est tous d'accord sur ces 2 aspects, donc je vais donc pas à pas mettre la table pour notre échange, celui de la table ronde. Il faut savoir que
La présentation de la dernière fois, donc, s'est inscrite dans le contexte des inégalités d'accès aux données en recherche scientifique. Et nous avions donc partagé sur la stratégie documentaire idéale expérimentée il y a 2 semaines. Nous avons présenté l'analyse bibliométrique et les indicateurs et ses outils. Et nous avons discuté des enjeux, des impacts. Maintenant, la mise en contexte de notre débat est le suivant. Il faut savoir que la mondialisation dans laquelle nous sommes est témoin de plus en plus d'inégalités. On parle d'inégalités financières, économiques, politiques, géopolitiques, culturelles, l'immigration, et ainsi de suite. Et là, contrairement à ce qu'on peut penser, donc la science mondiale n'y échappe pas. Et l'inégalité d'accès d'abord aux données de recherche, données scientifiques, et ensuite aux sources de financement combinées, et enfin le profil des chercheurs des institutions compte tenu de la bibliométrie, va entraver l'avancement de la connaissance et de l'innovation. Et donc, les chercheurs des pays dits en développement et des pays institutions académiques seront souvent désavantagés par l'incapacité à avoir accès aux bases de données, aux revues payantes, aux infrastructures numériques avancées. Et donc, il faut savoir quand même, si je prends le contexte des cas des villes africaines, nous savons que le continent africain est le second plus grand continent au monde. On parle de 30,37 millions de kilomètres carrés, à peu près 1,3 milliard d'habitants répartis dans 54 pays. Chacun de ces pays étant témoin de milliers de connaissances, d'imaginaires, de langues, de dialectes, et qui sont souvent des descendants de civilisations anciennes profondes comme l'Égypte, comme le Mono-Montapa, le Ghana, le Mali, ainsi de suite. Donc, il y a tout ce qu'il faut sur le plan tangible pour construire vraiment, pour que notre positionnement dans la science mondiale soit l'une des meilleures. Et malheureusement, avec les barrières économiques et technologiques à la base des fossiles scientifiques, qui sera donc malheureusement mise en avant ou en valeur par la bibliométrie. C'est triste de le dire, mais c'est vrai. Il urge de nous poser des questions, de savoir comment nous pouvons partager notre expérience pour contourner certaines réalités. Et donc, voilà un peu le contexte dans lequel nous nous inscrivons avec cette image qui montre ce que en 2021, sur les 8 millions de chercheurs et de chercheuses, l'Afrique subsaharienne ne représentait que 0,7%. C'est incroyable. Même pas 0,8, même pas 1% en fait. Nous ne représentions que 0,7%, toute l'Afrique subsaharienne, d'après les données collectées par l'UNESCO. Alors que vous avez un pays comme la Chine qui représente à elle seule 21,1%. Et donc, c'est dans ce contexte-là que notre débat aujourd'hui va aborder 7 éléments qui feront finalement les 7 impacts tantôt identifiés. Donc, l'accès aux ressources de financement, aux sources, l'évaluation de la recherche et le rayonnement, le positionnement géographique, l'accès à l'information, la collaboration internationale, le transfert de connaissances, la visibilité internationale des recherches. Donc, nous allons aller dans cet ordre d'idées pour pouvoir asseoir et construire notre débat dans le temps. Nous n'allons pas trop nous asseoir, nous ne prenons pas tout notre temps sur un point, mais nous allons faire l'effort de passer de long là. Donc, je laisserai l'image de même pour pouvoir nous orienter. Et ma première question donc, pour ouvrir ce débat sera la suivante. Pensez-vous d'abord que, en fonction du pays où vous vivez et d'où vous nous suivez, avez-vous accès facilement aux sources de financement dans vos recherches? Et sinon, d'après vous, en une phrase à peu près, quelle serait la raison pour laquelle vous n'avez pas accès facilement aux sources de financement ou non, à partir de là où vous êtes et d'où vous nous suivez? Donc, je vous passe la parole. Et je laisserai donc gérer le chat pour pouvoir permettre, donc, lever la main simplement et donc distribuera la parole pour que ce soit pas, pour qu'on puisse facilement gérer la séance. Merci. Personne ne veut se jeter à l'eau? Bon, je pense que la question n'a pas suscité trop d'intérêt. Alors, il y a William qui veut prendre la parole.
Ok, William, vas-y, on t'écoute. Bonsoir à tous. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle William Aokpe. Hum, Je suis co-initiateur du réseau doctorant en planification urbaine et régionale. Je réside actuellement en Turquie depuis déjà 2020, où je poursuis mes études doctorales. Bon, la question est, je sais pas si je peux reprendre la question Oui, d'abord, pour... c'est de savoir, en fonction de où vous nous suivez, donc toi, la Turquie, est-ce que tu penses que tu as accès facilement à des sources de financement pour ta recherche? Et en fonction de temps, si c'est oui ou si c'est non, tu peux nous donner une idée de pourquoi tu penses que ça marche ou ça ne marche pas. Hum, Bon, je pense que pour situer la Turquie se situe au Moyen-Orient, entre l'Europe et l'Asie. Je suis dans une université où la langue parlée couramment n'est déjà ni le français ni l'anglais. Euh, Par la suite, s'il y a assez, on a accès au financement, je dirais oui et non à la fois. Oui, parce que c'est un processus de bourse, de recherche qui m'a amené ici. Et par ce processus, j'ai accès à une base de données gratuitement. La scolarité y est comprise. Et les frais de recherche pour utiliser les labos, pour utiliser tout ce qui est matériel, c'est gratuit. Ça fait partie du coffret. Donc, oui, il y a tout ça qui te revient de droit avec l'accès à la bourse. Maintenant, si tu as ton sujet de recherche et que tu cherches un fonds pour peut-être même aller faire tes travaux de terrain, il y a comme un hic parce que nos sujets, en étant déjà africains, c'est pas le cas de tout le monde. Tous ceux qui s'exportent ne travaillent pas forcément sur le continent, mais la plupart d'entre nous sont encore plus orientés vers le continent et vers nos pays, vers des localités peut-être qu'on ne connaît pas encore, qu'on cherche à faire connaître en fait dans la science, dans la littérature urbaine. Donc, il y a un problème puisque ceux qui sont ici, ils financent souvent des recherches d'actualité suivant en fait leurs besoins. C'est-à-dire s'ils ont besoin aujourd'hui de travailler sur comment l'IA influence, par exemple, la recherche sur le changement climatique, vous convenez avec moi que nous, on a un train de retard et la façon dont nous, on va aborder le sujet serait comme les envoyer en arrière. On ne finance des recherches que quand on a un intérêt où les résultats, en fait, peuvent faire progresser les causes. Et les causes, en fait, c'est pas nos causes, c'est les causes trucs ici. Il y Ok, a un organisme qui s'appelle, bon, en français tout court, c'est le Fonds de recherche d'Anatolie. Donc, l'Anatolie, c'est la plaine en fait qui traverse toute la Turquie et qui va en Syrie et tout ça. Mais les recherches, il y a toujours de fonds pour pouvoir financer des recherches. C'est ouvert aux étrangers. Sauf que pour pouvoir avoir ça, il faut prendre des sujets qui concernent la plaine, non seulement la Turquie, mais qui, qui sont centrés sur la plaine, puisque eux, ils veulent tirer des résultats de tes recherches pour pouvoir faire avancer leur communauté et tout ça. Donc, du coup, si on veut s'inscrire dans un processus d'obtenir ce genre de financement internationaux, je vais généraliser par rapport à la Turquie et par rapport à d'autres pays. Vous devez d'abord vous arranger que le sujet, déjà en rédigeant vos projets de recherche, de centraliser l'objet pour que l'objet soit assez commun, que la recherche sur le sujet global sur lequel vous travaillez puisse intéresser tout le monde. Si c'est des modèles urbains, comme moi, vous devez faire en sorte que le modèle urbain soit un questionnement pour tous. Comment vivrons-nous peut-être dans Ah, 50 ans? ils entendent maintenant. Oui, oui, on entend. Ah, voici ton micro. ah, Monsieur Koulibaly, est-ce que vous pouvez bien fermer Ok, merci. Oui, William, on t'écoute. Donc, vous devez centraliser vos objets de recherche avant, par la suite, de le décliner peut-être en petites problématiques et choisir pour cas d'étude votre secteur en Afrique pour ne pas déjà en fait vous faire éliminer. Bon, moi D'accord, ok. suffisamment,
je ne l'avais pas compris très très tôt pour rechercher des financements pour des travaux de terrain, vu que je devais traverser plusieurs villes. Au départ, je pensais même à plusieurs pays. Mais maintenant, je me suis centré sur plusieurs villes béninoises. Mais malgré ça, pour obtenir des financements, c'est difficile parce que tu t'aides de quelque chose qui est suffisamment local et carrément endogène à l'Afrique. Donc, il n'y a pas autant grand intérêt à te financer parce que, à part peut-être des raisons politiques, et là encore, c'est une institution assez académique. Donc, bon, D'accord, d'accord. pour- Donc, si je résume bien ta réponse, c'est-à-dire que chez vous, ben, tu as accès à des sources de financement si et seulement si tu es capable d'orienter ton objet de recherche sur une thématique à laquelle la région où tu habites et l'université qui est liée à cette région-là, voilà, ton sujet porte sur ça. C'est-à-dire, tu es capable de dire, bon, je travaillerai sur la plaine et tout ça là, et mon sujet va toucher un cas, dans ce cas-là, ben, cette zone-là, et c'est là où tu peux prétendre maintenant avoir accès à la manne de la source de Ah, financement. ok. C'est bien ça. C'est bien D'accord, ça. ok, Ça a c'est conduit bien même ça. certains camarades, donc des connaissances à moi, qui ne sont pas forcément dans ma faculté, à complètement changer de sujet à Le travers sur sujet, des sujets qui portent soit sur l'Europe ou qui portent carrément sur la Turquie pour pouvoir vite finir. Parce que l'objectif ici aussi, c'est d'avoir son diplôme et de et dégager fini, un ouais, temps. D'accord. Donc finalement, le- une personne peut être utilisée va finalement être impactée de façon indirecte. Et donc, du coup, tu peux quitter chez toi si tu n'as pas un financement. C'est-à-dire, ton impact bibliométrique sera beaucoup plus axé sur la région qui t'accueille que sur le pays d'où tu viens. Et tout ça, c'est les cas en fait dans la recherche. Si par exemple, nous avions posé déjà des bases en Afrique, on ne serait pas obligé de travailler sur des sujets qui, selon moi, seront aussi la science comment, académique, qui sont des sujets basiques. Rien n'a été fait chez nous, les fondations même ne sont pas encore posées. Donc, de la recherche basique, on n'en a pas eu à faire. Et souvent, ces institutions qui financent des recherches se disent nous avons telle enveloppe, mais tel qu'on connaît en fait les conditions, le contexte africain, est-ce que tu pourras finir en temps? Est-ce que ça va même te suffire? Est-ce qu'on va pas te financer, mais tu ne pourras même pas finir les travaux et c'est une peine pour eux. Et Ok, eux, ils n'accomplissent pas en fait, ils ne remplissent pas leurs agendas et ils se questionnent, ils se questionnent. Bon, après, nous, on d'accord, est dans une dynamique de changer les choses. Des étudiants qui ont eu de bourse ici, de prouver que oui, on peut avoir un sujet, avoir un financement, travailler sur l'Afrique avoir de bons résultats, des résultats qui peuvent même en fait les aider ici. Ça dépend de comment tu formules déjà ton sujet. d'accord. Et c'est ça, on est en Ok, train de faire. d'accord. Monsieur Donc, Do- si à ça, dans la même logique, je vais passer la parole à Madame Déborah Bayamina. Je rappelle pour ceux qui nous ont rejoints que nous sommes en train de parler des sources de financement de recherche et la question était de savoir est-ce que de là où vous nous suivez, vous avez accès à des sources de financement sur vos projets? Et si oui, comment est-ce que cela impacte de façon directe ou indirecte vos travaux sur l'Afrique ou sur la région dans laquelle vous êtes? Donc, Madame Bayamina, vous avez la parole. Merci, Monsieur Femi, pour la parole. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette table. Je suis Déborah Clarisse Paamina, je suis co-initiatrice du réseau et je suis en Afrique subsaharienne, plus précisément au Togo, et je suis doctorante au Centre d'excellence régionale sur les villes durables en Afrique. Donc, dans le si je réponds à la question dans mon contexte de doctorante au CIRVIDA. Oui, nous avons un accès aux sources de financement pour ce qui est de nos travaux de recherche, mais bon, c'est un budget qui est plafonné, bon, indépendamment des thèmes de recherche de tout un chacun. Et le budget est accordé suivant un budget de financement que l'étudiant élabore et qui est validé au regard de la méthodologie que l'étudiant met en place pour la collecte de ces données de recherche et bon, en lien avec la pertinence des matériels, des équipements et des outils de collecte de données que l'étudiant compte utiliser pour mener à bien ses travaux. Donc, c'est quand même un soulagement pour nous du côté du Servida
Et c'est ce que je peux dire euh, dans ce cas. Et bon, pour la deuxième question, oui, la deuxième question qui concernait les raisons pour lesquelles nous n'avons pas un accès facile au financement. Si je prends toujours le contexte du Togo, bon, si je prends peut-être l'exemple d'un doctorant togolais, je pense qu'à l'université classique, les étudiants doctorants n'ont pas forcément un financement disponible pour leurs travaux de terrain, mais il y a certains étudiants qui font leurs tests dans des laboratoires suivant un sujet de recherche d'actualité ou un sujet de recherche qui émane d'une certaine particularité qui se vont quand même financer en partie ou entièrement leurs travaux de recherche. Donc, pour ces cas-là, les résultats, une fois produits, sont directement valorisés, je dirais, je ne sais pas comment je vais le dire, c'est-à-dire, euh, la thèse, elle est réalisée pour régler un problème spécifique. Maintenant, si je prends le cas des thèses, bon, je dirais peut-être classiques, non forcément financées dans le cadre des projets, c'est vrai que les étudiants ou les doctorants, ils se démerdent pour obtenir pour eux-mêmes trouver des financements pour rédiger leur thèse, mais c'est comment faire valoriser les travaux à la suite de leur travail global qui est assez difficile. Et je pense que c'est ce qui fait que le, je ne sais pas si ce sont les bailleurs, bien bon, dans l'ensemble, on n'arrive pas à voir directement la plus-value ou l'importance de faire financer les travaux de recherche dans mon contexte togolais. Voilà, c'est ce que je peux dire. Je vous remercie. D'accord, vraiment, je vous remercie pour votre réponse. Donc, si je synthétise, c'est que vous nous dites que vous, au Servida, où vous êtes en tant que doctorant, vous avez accès à une source de financement continu, mais elle est assujettie à, comment on appelle ça, à l'évaluation de votre projet que vous soumettez. Et ensuite, dans une deuxième partie, vous nous expliquez que en cherchant à avoir des financements complémentaires, c'est très difficile et que c'est peut-être lié à l'application, si, je ne sais pas si j'ai bien suivi, hein, l'application réelle ou l'impact réel de votre recherche par rapport à ces bailleurs de fonds que vous avez visés. C'est bien cela, hein. Bon, oui, c'est un peu ça dans l'ensemble. Parfait, merci. Là, je repose encore là. Je passe, Il y a je laisserai monsieur Monsieur Roussel qui Roussel. veut prendre la parole. Oui, Monsieur Roussel, on vous écoute. Bonjour à tous. Pour essayer de me prêter au jeu par rapport aux possibilités de sources de financement pour une recherche à l'étranger, donc je vais bien évidemment parler de mon cas. Moi, je suis Roussel, je suis actuellement candidat au doctorat à l'Université Laval. Et mathématiques, en quelque sorte, porte sur les îles africaines. Et comme tous les autres, en fait, je dirais que c'est vraiment pas évident de trouver des sources de financement pour les villes africaines parce que ici au Canada, il y a beaucoup de financement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ne manque pas. Mais le souci souvent, c'est que chaque centre de recherche ou bien même les gouvernements, en fait, financent des projets par rapport à leurs thématiques et à leurs enjeux. Ce qui fait que on peut trouver très peu de financement pour l'Afrique. Donc, mais il faut savoir s'y prendre parce qu'il y a également des petits financements qu'on peut avoir pour l'Afrique. Il y a des bourses de mobilité lorsqu'on essaie de faire peut-être un stage. Donc, ça veut dire, tu peux peut-être profiter, tu prends une bourse de mobilité, disant que tu pars faire un stage, je sais pas, au Cameroun, et tu profites pour faire ta collecte de données. Donc, finalement, ça veut dire, tu peux profiter d'un léger financement. Il y a également des financements pour les collectes de données. Euh, donc, il y a comme de petits financements, mais ce sont des financements que toi-même, tu dois aller chercher. Parce que lorsque tu travailles sur l'Afrique, ils vont pas financer un projet qui porte sur l'Afrique, ça ne les aide réellement pas. Même si après, Femi a dit tout à l'heure, en fait, lorsque tu vas publier peut-être des articles, tu vas forcément préciser ton institution, l'université peut-être Laval, et ça fait que c'est une référence pour l'université, mais l'université en elle-même ne trouve pas vraiment pourquoi elle va financer tes projets.
Donc, c'est vraiment à chaque étudiant ici qui travaille sur les villes africaines de savoir comment manager, de profiter des petits financements qu'il peut avoir. Il y a également, par exemple, des colocs. Lorsque tu travailles pour un centre de recherche ou bien quoi, l'université finance souvent des déplacements, même pour récupérer des prix, par exemple. Par exemple, juste comme ça pour parler, j'ai par exemple gagné un concours comme ça en France et j'ai fait la demande de subvention à mon département à l'université. Ils m'ont donné un 2500 $ comme ça pour que je puisse récupérer le prix. Donc, c'est peut-être des petits financements comme ça qu'on peut profiter Mhm. pour avoir et essayer de voir comment profiter pour rediriger ça finalement sur notre recherche. Donc, D'accord, c'est ce que je peux dire par rapport au financement. Mais sinon, en soi, c'est carrément impossible de trouver un financement sur un projet en Afrique, à part si c'est une organisation internationale qui finance. Ça aussi, c'est quand même possible. Pour préciser, il y a des partenariats que le gouvernement du Québec a, par exemple, avec certains pays en Afrique. Et ils sont prêts à financer des étudiants qui travaillent sur ces projets en Afrique. d'accord. Ok, vraiment, je te remercie beaucoup, mais je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Si j'essaie de faire une synthèse des trois réponses que nous avons eues, nous avons William qui est en Turquie qui nous dit, oui, j'ai accès à des sources de financement, mais ces sources de financement, une fois qu'elles sortent du contexte physique de la Turquie ou de la zone où j'étudie et qu'elles s'orientent sur un sujet africain, je n'ai pas la capacité de pouvoir y accéder. Nous avons Madame Deborah qui nous dit, ben, moi, je suis dans une université africaine qui a déjà un partenariat avec un partenaire étranger. Donc, nous avons déjà des bourses qui sont accessibles, mais lorsque nous entamons des démarches pour acquérir des bourses complémentaires sur un sujet portant sur l'Afrique en dehors de notre institution, nous sommes bloqués. Et je prends le cas de Monsieur Roussel qui nous dit, ben, moi, je suis dans une institution où il y a du financement, vraiment beaucoup de financement. On m'en donne même pour la mobilité, pour les activités ponctuelles et ainsi de suite. Mais pour ce qui est de la spécificité africaine, non, vraiment une source de financement disponible pour les thématiques africaines, là, c'est très difficile. Donc, si nous faisons un dominateur commun de ces trois réponses, on parle quand même de trois pays, deux, un en Europe, en Amérique du Nord, un à la frontière asiatique et européenne et une Afrique de l'Ouest, on constate que finalement, il y a la notion de financement ville africaine qui revient, qui n'est pas assez, comment je vais dire, qui n'est pas assez porteuse. Alors, je vais rebondir sur ça en posant une question très ouverte et je dirais même pratiquement un peu philosophique. Qu'est-ce qui pourrait expliquer, selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce manque d'intérêt de financement de la recherche sur l'Afrique? Effectivement, M. Roussel a déjà amené une partie du débat en disant, bah, en fait, c'est que les écoles, mais son école, vous aimerait quand même qu'il y ait un rayonnement plus tard sur, voilà. Donc, c'est comme si quand je finance ailleurs, je ne finance pas dans ma localité, ça ne m'aide pas. C'est pareil aussi un peu pour la réponse de William. Mais est-ce que vous pensez que en dehors de ça, il y aurait une explication philosophique sur pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un intérêt de financement? Il n'y a pas un intérêt de financement à l'étranger par des partenaires étrangers des réalités de la recherche scientifique africaine dans vos domaines. Donc, je vous passe la parole si d'autres personnes aussi veulent y répondre aussi. Euh, je vois William, je vois Roussel. Donc, William, je commence par William. William, on t'écoute. Bon, moi, je ne sais pas si l'explication, la réponse que je donnerai est suffisamment académique, mais je pense que l'objectif de toute recherche scientifique, c'est de découvrir, c'est d'apporter des explications ou d'expliquer en fait un phénomène en fait qui se produit, dont on a intérêt à connaître pour pouvoir apporter des solutions innovantes, parfois même technologiques, pour des générations actuelles et des générations futures. Donc, et dans ce sens, si on prend les deux contextes, le contexte des pays européens, pour la plupart, et les contextes africains, il y a un déphasage sociologique qui ne permet pas de téléverser ou de glisser toute recherche qui se fera en Afrique vers l'Europe.
Bon. Ok. Je peux parler aussi de progrès technologique ou d'avancée technologique, enfin, une différence d'avancée technologique entre les deux Ok. milieux. Ce qui veut dire que la plupart des Européens font face à des... Bon, aujourd'hui, le monde est centralisé, les problèmes sont pratiquement les mêmes dans certains domaines, mais si on pense certains domaines plus spécifiques, comme l'urbanisme, je pense que eux, ils sont pratiquement dans la transformation alors que nous, on est dans de la création. Donc, ils n'ont pas intérêt à financer de la création qui ne leur servirait pratiquement pas à grand chose. Pas servirait à grand chose, mais qui ne vont pas leur permettre en fait de produire par la suite des innovations technologiques qui doivent aller avec leur train de vie. Donc, il y a ça. Il y a ça Ok. comme je vois. Je ne sais pas si c'est une réponse suffisamment Non, 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 académique. non, c'est celle académique. En fait, c'est-à-dire, tu nous partages l'idée selon laquelle il y a d'abord un déphasage de niveau. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ils sont à un niveau, ils sont dans un cycle dans lequel nous ne sommes pas. Donc, du coup, pour eux, c'est difficile de financer un cycle. Nous, on est en train de construire, voilà. Et eux, ils sont en train de transformer. C'est vraiment très logique. Et deuxièmement, tu nous parles aussi de transfert de connaissances. Bon, ça rejoint un peu l'idée selon laquelle, déjà, souvent dans nos institutions académiques, dans notre domaine, souvent nous exportons leurs idées déjà. C'est-à-dire, nous exportons, c'est souvent leurs idées que nous utilisons pour construire nos villes. Donc, effectivement, sinon, effectivement, il n'y a rien à exporter. Si nous sommes toujours à consommer, ben, on peut rien leur donner en retour si nous ne produisons pas aussi nos propres règles euh, scientifiques, ben, nos propres connaissances scientifiques dans nos domaines. C'est vraiment, pour moi, je pense que ça met beaucoup la table et je vois déjà même qu'il y a des gens qui ont beaucoup réagi. Ce que je vais faire, je vais prioriser ceux qui n'ont pas encore pris la parole. Donc, je vais d'abord passer la parole à Monsieur Jean Honoré et après, je passerai la parole à Monsieur Abdoulrahim et je finirai par Roussel et Madame Déborah. Donc, Monsieur Jean Honoré, vous avez la parole. Bonsoir à tout le monde. Merci pour la parole qui m'est donnée. Je crois que la question est celle de savoir pourquoi on a des difficultés à, à financer la recherche en Afrique. Si j'ai bien compris. Je ne vais pas là répondre dans une approche de comparaison. Ah non, Je vais plutôt excusez-moi. Non, la question, c'est pas la difficulté, mais c'était plus une question philosophique. C'est de nous demander. Nous avons eu trois cas. Nous avons un cas nord-américain, un cas Europe-Asie et un cas africain. On s'est rendu compte qu'il n'y a pas vraiment un intérêt pour les différentes institutions à Alex, financer des projets de recherche. Et on se demandait, d'après vous, euh, dans une logique philosophique, hein, il n'y a pas de réponse exacte, mais qu'est-ce qui peut expliquer ce manque d'intérêt-là? allô? Oui, allô? Oui, Allô? oui, allô? Oui, on vous entend. J'ai pas bien compris votre fin. Oui, je disais tantôt, vous vouliez répondre à la question de pourquoi on ne finance pas les projets de recherche, mais nous, la question, c'était plutôt de savoir qu'est-ce qui pourrait expliquer le manque d'intérêt à financer des projets de recherche dans notre domaine en Afrique, en sachant on a quand même eu trois réponses différentes de trois régions différentes. Et on s'est rendu compte que en moyenne, là, il y a un manque d'intérêt de financement qui ressort, quoi. Qu'est-ce qui peut expliquer philosophiquement cette situation-là? Mais c'est vraiment une réponse très ouverte, en fait. Donc, je vous passe la parole. Ah, d'accord, d'accord. OK, Ouais. bon, mais à ça, donc, je dirais ceci. D'abord, globalement, la problématique du financement de la recherche, indépendamment des thématiques, connaît déjà des difficultés. Donc, s'il faut faire peut-être une analyse des fonds alloués à la recherche dans nos pays, ils sont déjà très, très bas. Ok. Ça, c'est le premier élément qu'il faut observer. On va aller donc plus loin en spécifiant un peu le débat. Malheureusement ou bien heureusement, euh, nos spécialités dans lesquelles nous travaillons semblent ne pas être la priorité parfois de ceux qui ont les règnes. Mhm. Là, j'en veux pour preuve le fait que si on va un peu dans notre pays, déjà en termes de professionnels qui exercent, les proportions sont assez réduites, pour ne même pas parler des chercheurs. Donc, si Ok. on va sous ce prisme-là, donc c'est donc naturel déjà que le domaine en souffre en termes de financement, puisque déjà même
de manière générale, les fonds alloués pour la recherche, indépendamment des thématiques, ils sont assez bas, quoi. C'est un peu ce que moi je peux apporter au débat. D'accord. Merci. Non, vraiment, c'est vraiment une réponse très intéressante. En fait, vous mettez en valeur le fait que, ben, déjà en interne, nous-mêmes, nous ne finissons pas nos recherches. Et donc, du coup, pas effet domino, pas effet de levier, bah, les autres aussi ne sont pas intéressés. C'est-à-dire, si on ne met pas en valeur notre recherche, les autres ne le mettront pas en valeur pour nous. Donc, c'est un peu indirectement ce qu'on peut observer à travers votre réponse. Je laisse la parole à Monsieur Abdulrahim. Oui, merci, expert, pour la parole. Pour moi, le problème, ce sont nos États. Les États africains ne sont pas conscients de l'impact de la recherche scientifique. Je m'explique. Un État, s'il veut du financement auprès d'un bailleur de fonds, auprès d'une institution internationale ou un pays occidental, c'est très facile d'avoir le financement dans le sens de la réalisation des projets de développement communaux ou en quelque sorte. Par exemple, si un État camerounais veut réaliser une route, rapidement, il rentre en contact avec un bailleur de fonds étranger, il obtient le financement, il réalise la route. Mais je n'ai pas encore vu un État qui demande de l'argent pour la subvention ou pour financer les bourses d'études ou les Mhm, bourses de recherche et tout. C'est mhm, difficile. Parce que tout ce qu'on sait, généralement, même je suis au niveau de la commune de Ouagadougou, dans nos projets, c'est juste le renforcement des capacités. En fait, les salariés, les fonctionnaires, c'est juste, ils veulent faire et organiser des voyages d'études et des mhm, petites formations de ouais. courte durée. Donc, c'est très difficile. En fait, je me dis que ça réside dans les impacts de la recherche scientifique. On n'est pas Ok, conscient des résultats. Merci. ok. Non, donc là, vous rejoignez un peu Monsieur Jean Honoré et vous nous précisez que c'est-à-dire l'intérêt vient d'abord du manque d'intérêt de l'orientation de nos budgets où les gens sont prêts à financer plutôt de l'existant et pour le renforcement, mais ils ne sont pas prêts vraiment à dire, bon, je vais décaisser une somme donnée que je vais vraiment réinvestir dans la recherche en général. Donc, c'est vraiment très intéressant vos points de vue. Là, je passe la parole à Monsieur Roussel. Après, je vais clôturer cette question en intégrant la réponse de Madame Bayamina. Monsieur Roussel, vous avez la parole. Bon, Monsieur Roussel n'est pas encore prêt. Madame Bayamina, est-ce que vous souhaitez le suppléer en attendant qu'il soit disponible? Bon, en fait, je m'aligne entièrement à ce que mes prédécesseurs ont dit, surtout le retour de M. Rahim sur l'importance de la connaissance, sur l'importance de la recherche scientifique par rapport à nos États africains. Bon, mais ce que je peux ajouter en plus, c'est que euh, il, il y a toujours, comment est-ce que je vais expliquer, une difficulté de comment monnayer ou de comment rentabiliser les résultats de recherche par les chercheurs africains. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui peut démotiver ou qui n'encourage pas forcément les États à investir un peu plus dans la recherche africaine. Merci. D'accord. Vraiment, c'est quoi ça, c'est quoi un peu pratiquement comme une conclusion de cette question-là. C'est-à-dire, si je résume vraiment les idées partagées par les uns et les autres, d'abord, nous avons mentionné pas des cas pratiques, trois cas, qui a un manque d'intérêt. Ça, on l'a constaté tout de suite. Et philosophiquement, quand on y réfléchit, ben, vos idées proposées, ça peut s'expliquer par d'abord le fait que nous-mêmes, nous avons un manque d'intérêt au niveau de nos États et de nos pays. Donc, du coup, les autres aussi, ben, ils n'ont pas vraiment envie de, voilà, d'investir dans quelque chose dans lequel nous-mêmes, on n'est pas au front. Et cela va agir ensuite sur la question du financement, en ce sens que nos intérêts ne sont pas encore ceux de la recherche parce que nos États ont d'autres intérêts sur construire des routes, des éléments plus rentables à court terme. Et la recherche, en fait, finalement, ce ne sera pas un élément qui sera priorisé comme un élément de retour, d'investissement important. Donc ça, c'est la deuxième réponse. Et le troisième cas, il y aura aussi, justement, ben, ce sera la conséquence de tout ça. Je dis que, ben, vu qu'il y a un manque d'intérêt et qu'il y a un manque ensuite d'action budgétaire, et enfin, dans la conclusion, c'est que il n'y a pas ce qu'il faut pour que d'autres
veuille investir dans de l'inexistant. Donc, c'est un peu ce qui ressort de nos échanges sur la question des sources de financement. Donc, bon, ça c'est le premier point. Alors, si j'aborde le second point des éléments à débattre, nous allons parler de l'évaluation de la recherche et le rayonnement. Et ma question est la suivante. Est-ce que dans les institutions dans lesquelles vous êtes actuellement, est-ce il y a une évaluation quotidienne de la recherche qui se fait? Est-ce que vous avez des rencontres, par exemple? Là, je ne parle pas des sujets de thèse individuels, hein, mais est-ce qu'il y a comme des regroupements euh, semestriels ou mensuels ou annuels où on fait un point de la production scientifique que vous réalisez? Est-ce que ça existe dans vos départements? Et si oui, est-ce que dans ces évaluations-là, il y a la notion de bibliométrie qui revient ou pas du tout? Donc voilà, ça c'est la première partie de la question et ensuite je aborderai le deuxième aspect. Donc, est-ce que quelqu'un aimerait se jeter? Allô? Il n'y a personne? Bon, je vais peut-être... euh, j'arrive, William, avant de te passer la parole, je vais moi aussi peut-être répondre un peu et après je te passe la parole. Bon, moi, dans le département où je suis, où j'étais, euh, on avait souvent, on a plusieurs groupes de recherche. Il y a des chaires aussi. Et dans l'un des groupes dans lesquels je travaillais, nous avons une évaluation plus ou moins annuelle, mais c'était pas une évaluation, je dirais, c'était pas une programmation récurrente. Donc, mais quand même, au moins une fois dans l'année, on réussissait à trouver le temps nécessaire pour s'asseoir. Et il y a un point général qui se faisait. Je précise que ce département-là est situé au Canada, à Montréal. Donc, il y a un point de la recherche globale et il y avait aussi une définition, il y avait une programmation qui était faite pour dire, bon, ce serait bien que nous produisions un ou deux articles qui vont porter sur tel sujet. Donc, il y avait vraiment un discours collectif sur comment on va orienter les intérêts de recherche, la production qui va suivre et donc, à la fin, ça donne une orientation plus ou moins globale à tout le monde. Néanmoins, sur la question de la bibliométrie, j'ai jamais vu vraiment une évaluation bibliométrique. C'est-à-dire, il n'y avait pas de débat pour dire, bah, nous avons reçu 15 citations, nous avons reçu 20 citations. Donc, finalement, c'était la qualité qui était plus mise en avant dans ce département, dans ce groupe de recherche dans lequel j'étais, que la notion quantitative de la bibliométrie. Donc, voici, moi, mon expérience. Et je te passe la parole, William. Merci encore une fois pour la parole. Donc, moi, je suis en Turquie à l'Université technique de Konya. Pour ce qui est de faire le point sur la recherche continue dans l'école, il y a un symposium qu'on appelle Symposium de la morphologie urbaine que notre école organise, mais qui est célèbre ici du côté asiatique et européen même. On a eu même à accueillir de très grands architectes et des urbanistes, de grands chercheurs européens qui sont venus participer. Donc, durant ce symposium, on fait un point sur la recherche qui concerne directement la forme urbaine. Donc, je vais dire que c'est de la recherche assez sur de la syntaxe urbaine. Donc, et on fait le point sur les articles qui sont écrits, les nouveaux articles. Il y a certaines personnes même qui présentent carrément des travaux directement lors du symposium. Mais c'était très intéressant de pouvoir suivre ça. Moi, il n'y a jamais suivi de travaux pour pouvoir participer, mais je viens quand même en fait pour voir ce que les autres ont à dire. Et pour ce qui est d'une analyse un peu plus technique de la bibliométrie dans l'école, je ne pense pas que nous, doctorants, sommes autant concernés, mais je sais que les profs, pour pouvoir grandir en grade, Mhm. chaque année, déjà au niveau des salaires et tout, ils ont un cahier de charges assez chargé pour pouvoir écrire des articles. Déjà, celle qui m'encadre spécialement a eu le grade, un nouveau grade l'année passée. C'est grâce aux articles qu'elle a eu à écrire. Quand tu atteins un certain nombre, tu passes un certain cap dans, c'est pas, dans la hiérarchie de dénomination euh, de assistant, maître conférent jusqu'au professeur, quoi. Donc, Ok.
D'accord. Donc, si je résume ta réponse, c'est-à-dire que oui, chez vous, vous avez un atelier, bon, une conférence annuelle où vous invitez même des gens de l'étranger, vous faites une évaluation collective. Ça, c'est vraiment intéressant. Et sur la question de la bibliométrie, tu dis oui, tu as déjà observé des évaluations personnalisées pour monter en grade, mais tu n'as jamais vu une évaluation bibliométrique collective, par exemple. D'accord. Donc, ça, c'est ce que je retiens. Et Madame Déborah, vous avez la parole. Ok. Et merci encore une fois pour la parole. Bon, nous, à ma connaissance, au Servida, il n'y a pas d'évaluation de production scientifique qui est faite. Bon, je me dis que peut-être parce que c'est aussi un centre qui est, bon, qui n'a pas tellement d'âge, voilà, et que c'est maintenant que le centre se construit progressivement en termes de local, même en termes de beaucoup de choses de base à asseoir, et que peut-être à la longue, ils penseront éventuellement à, à établir ce genre de choses. Voilà. Merci. D'accord. OK. Donc, de votre côté aussi, l'évaluation n'est pas encore quelque chose qui se fait. Mais je pense que peut-être ça se fait individuellement par prof, peut-être, mais il n'y a pas encore une base collective. OK. Donc, déjà, on a une réponse d'une université africaine, d'une université turque. Donc, on constate que déjà, l'évaluation globale, c'est-à-dire qui inclut professeurs, étudiants, tout le monde ensemble, pour s'asseoir et dire où nous en sommes, pas vraiment. Mais par contre, on peut observer des cas personnels dans le cas de la Turquie, mais dans le cas du Togo, là, la réponse est toujours ouverte. On n'a pas de réponse claire. Alors là, je vais rebondir en vous demandant, bon, d'après vous, euh, si une évaluation de la recherche et du rayonnement de votre institution doit se faire, est-ce que, comment pensez-vous qu'on peut intégrer le volet africain? Parce que j'espérais qu'il y aurait une réponse qui serait oui. Et dans ce cas, j'allais demander à la personne, mais est-ce que dans l'évaluation qui est faite, est-ce qu'il y a un regard géographique de l'évaluation? Est-ce qu'il y a, pour dire, j'ai une évaluation de travaux portés sur une zone européenne, une zone africaine, et ainsi de suite, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y a pas d'évaluation collective en tant que telle. Mais comment alors pensez-vous qu'on peut mettre cela en place? Comment peut-on mettre en place, quelles seraient selon vous les bases à penser pour mettre en place une évaluation de la recherche et du rayonnement sur des thématiques portant sur l'Afrique. Donc, vous pouvez, pour simplifier la réponse, je vous propose de nous partager trois idées, genre trois points. Vous pouvez dire, pour faire une évaluation de la recherche, je pense que il faudrait peut-être penser à faire ça, ça ou ça. Donc voilà. J'espère que ce n'est pas une question difficile. euh, et je vous passe la parole. Donc, c'est vraiment qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, puisqu'on est en train de construire l'idée ensemble. Donc, une évaluation de la recherche et du rayonnement dans votre université en Afrique et qui porte sur la géographie africaine, qu'est-ce que vous pensez qu'il devrait avoir pour l'évaluation? J'ai pas de, je ne vois pas de réaction, hein. Ah oui, ok. Oui, moi, je peux parler. Ah, ok, oui. Ok, monsieur Jean-Lauré, allez-y. Je vous écoute. Ah, je crois qu'on l'a perdu, hein. Honoré? Oui, je pense que nous l'avons perdu. Bah, le temps qu'il revienne, est-ce qu'une personne aimerait se jeter à l'eau? Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, c'est vraiment juste pour partager. Je reprends la question, c'est vraiment de savoir, euh, même s'il n'y a pas d'évaluation qui est faite dans votre université où vous êtes, sur quelle base on peut partir pour proposer une évaluation comme ça? Trois idées basiques. Alors, Et surtout, ah oui, monsieur Jean-Honoré, oui, on vous écoute. Oui, allez-y. On l'a encore perdu. Je pense qu'on l'avait encore perdu. Et est-ce que le temps qu'il revienne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait comme essayer? Personne? Ok, bon, écoutez, moi, je vais essayer de répondre. En fait, pour faire une allô? évaluation, ah, oui, monsieur,
On l'a Allô? encore perdu. Oui, Allô? monsieur Jean Allô? Laurent, on vous écoute. Oui, on vous écoute. Oui, désolé, là, j'ai eu quelques soucis de connexion. Je Il n'y a disais pas de problème. tantôt que dire que ça n'existe. Oui, je disais tantôt que dire que cela n'existe pas, peut-être c'est un peu trop. Dans la Ok, mesure où certainement, je ne vous apprends pas, dans la plupart de nos pays, on possède certainement, on dispose, j'allais dire, des politiques de la recherche. ok, Et je crois, en réfère aux instruments, dans cette politique de la recherche, il y a généralement un volet lié au mécanisme de suivi-évaluation ok, de ces politiques-là. ok. Mais l'autre problème qu'il y a, c'est que... Et certainement, à ce niveau, oui, il y a oui. il y a des dispositifs. Allô? Oui, Allô? oui, oui, oui. Oui, on vous Vous écoute, on m'entendez? vous écoute. Oui, on t'entend Voilà, je très dis bien. justement, dans cette partie-là, certainement, il est développé des mécanismes, sans doute, il est prévu. Allô? Oui, oui, Attends, on je vous n'entends pas écoute. la parole. Allô? Oui, on vous écoute, on vous entend. Allô? Oui, on vous entend. Monsieur Jean Laurent, euh, ok, le temps que vous nous reveniez, je pense que sa réponse était de dire que, en fait, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'évaluation de la recherche et du rayonnement qui est fait, seulement que l'évaluation de la recherche et du rayonnement est axée surtout sur les politiques, c'est-à-dire le- les comptes rendus qui se font au niveau départemental, ou au niveau de chaque professeur, donc qui est transmis de façon administrative. Et là, je vais donc profiter de sa réponse-là pour peut-être faire un distinguo. Et en fait, l'évaluation de la recherche dont moi je parlais, c'était plus l'évaluation bibliométrique pour dire est-ce que par hasard, est-ce que les gens se rejoignent pour comme faire une évaluation collective de leur capacité de production bibliométrique, ce genre de choses. C'était plus dans ce sens-là. Euh, mais bon, c'est, je vais quand même prendre votre réponse comme pour dire, ben, dans le cas des villes africaines, une telle initiative bibliométrique ne se voit pas directement, mais néanmoins, on voit les politiques d'évaluation au niveau des départements. C'est bien, si j'ai bien compris votre réponse, Monsieur Jean Laurent. Ah, Monsieur Denis, oui, il s'agit uniquement de la qualité de production ou de publication d'articles ou je sais pas, d'articles ou de thèses ou de travaux de recherche ou l'évaluation porte sur est-ce que la production je sais pas, de l'ensemble des étudiants ivoiriens en urbanisme dans telle université de la Côte d'Ivoire, combien parmi eux ont été cités par des chercheurs d'autres pays? C'est ah sur le non, non, genre non, d'évaluation non, la que question était par plus la philanthropie, en fait. institutionnelle en fait. C'est vraiment pas institution. C'est pas pour dire, c'est pas de nationalité, mais vraiment de se demander est-ce que dans l'université dans laquelle vous êtes, est-ce que vous avez des sessions d'évaluation comme ça, où on vous met ensemble pour dire, mais vous avez produit jusqu'à telle quantité collectivement, hein, professeurs, étudiants ensemble. Et Donc, la on parle réponse, de la production, pas est-ce que vous avez été cité? Genre, c'est juste par rapport à oui, la qualité de voilà, production. Hmm. voilà. Cité, pas forcément cité, même en termes de combien d'articles ont été publiés, hein. Ok, Ça commence par ok. là d'abord. Maintenant, souvent la réponse que j'ai, ben, ceux qui ont réagi, souvent c'était non, pas vraiment. Mais donc c'était de savoir, est-ce que selon eux, il y a une manière, et trois idées pour qu'on puisse mettre en place ce genre d'évaluation-là, dans le cas où des gens penseraient le faire plus tard. Donc c'était un peu dans cette logique-là que ma question allait, mais on n'a pas pu vraiment avoir une réponse claire sur ça. Donc je vais laisser cette question-là ouverte et l'orienter au Ouais. débat, Par l'orienter à la réflexion. par rapport à cette Et question, moi, je sais que suivant oui, les universités, par exemple, il faut, par exemple, pour les doctorants, uniquement pour les doctorants, il faut un nombre je pense que chez nous ici, il faut un minimum de 3 articles pour soutenir. Ça veut dire ok, que même si l'évaluation elle n'est pas ponctuelle, on ne t'appelle pas chaque 6 mois, chaque 2 mois, à la ok, fin, tu vas devoir avoir minimum de 3 articles publiés. Même si tu finis ta thèse et que c'est merveilleux, sans ces 3 articles-là, tu ne vas pas soutenir. d'accord, ok. Donc mais ça tu es dans Donc, une on dirait qu'il y a une université. évaluation tu- qui ne dit pas son nom, quoi. Ouais, d'accord. Ça c'est vraiment une évaluation pour monter en grade, c'est bien ça, hein, Pour soutenir, pour uniquement pour les soutenir. doctorants. Moi, en Ok, tant que doctorant, sans les 3 articles-là, je ne vais pas soutenir. Même si ok, je finis la rédaction de ma thèse, en fait. d'accord. Et il faut savoir que ces trois articles-là, tu Hmm. auras sûrement le nom de tête directeur de thèse là-dessus. Donc eux aussi ça leur permet de
Exactement. Ils ont une évaluation voilà, qui Chaque se fois, font. ça se fait avec eux. Bon, en tout cas, pour moi et même pour M. William, nos articles ont été publiés avec nos directeurs de mémoire. Ah, la directeur de mémoire, d'accord. Ok. Voilà. Ah ben, on a retrouvé Monsieur Jean-Honoré. Je vais vraiment faire un dernier tour de table, hein, donc je vous passe la parole, Monsieur Jean-Honoré, après Madame Déborah, et on ira tout de suite à la prochaine question. Ok, c'est à vous, s'il vous plaît. Oui, en fait, je disais tantôt que on ne peut pas quand même dire que ça n'existe pas. Oui, Peut-être on travaille à l'améliorer, parce que je le dis, parce que certainement nos pays respectifs disposent des stratégies ou bien des politiques dans le sens du développement de la recherche. ok, Et ok. ici, là, je m'en tiens à cette terminologie, genre, certainement, il y a toujours au mécanisme de suivi et évaluation de la Mhm. recherche qui sont généralement développés dans ces documents. Maintenant, est-ce que ces politiques-là souffrent de tous les autres politiques, notamment la problématique liée à la mise en œuvre? Et c'est là où peut-être parfois on parle que rien n'est faux, bien que rien n'existe. Lorsque je l'ai dit, on peut aller plus loin. Je pense que, je crois que en tout cas, il y a l'un des intervenants qui est revenu sur cela tantôt. Il arrive, en tout cas, dans nos systèmes universitaires, où la progression d'un grade à un autre. Monsieur Jean-Honoré, bon, on l'a perdu. Je vais, pour vraiment gagner du temps, je résume vraiment cette. Qui, généralement, à la personne que tu es, que ce soit en termes de master, que ce soit ça veut dire quand même qu'il y a des mécanismes qui existent. Maintenant, on peut peut-être travailler à l'améliorer, à intégrer les outils tels que je sais pas, bibliométrie que vous avez très bien développé la dernière fois, à l'effet de le rendre meilleur, quoi. C'est ce Meilleur. que je dirais Ok, à la question. Merci. d'accord. Vraiment, merci pour votre intervention. Désolé pour les coupures, là, ceux qui nous suivent. Si je résume là, ce point, donc, ça portait sur l'évaluation de la recherche et du rayonnement. Donc, ce qui était conclu, c'est qu'il n'y a pas une évaluation à proprement parler bibliométrique qui se fait pour ceux qui ont intervenu, mais les gens ont quand même souligné qu'il y a des politiques d'évaluation qui se font au niveau départemental ou au niveau même des étudiants qui doivent déposer, par exemple, des travaux, des articles pour pouvoir passer en grade. Donc, c'est une évaluation indirecte. Et bon, donc je vais m'en arrêter là. Donc, la réflexion est toujours ouverte. On espère que vous allez être des ambassadeurs pour amener le débat dans vos institutions respectives. Est-ce qu'il n'y a pas des possibilités pour faire quand même des évaluations collectives pour apprécier comment la recherche se passe chez vous? Le troisième point, là, nous allons vraiment accélérer. Je prendrai à peu près 2 réponses par question pour aller plus vite parce que le temps passe. Le positionnement géopolitique de la production du savoir. Bon, et la question, c'est de vraiment nous demander, est-ce que vous estimez que le savoir peut vraiment être un point de puissance géopolitique? C'est-à-dire, est-ce que le savoir, est-ce que la connaissance peut permettre à un pays d'avoir une place, d'être considéré comme une puissance? Et si oui, vu le caractère du savoir, la production du savoir dans vos pays, comment vous vous situez? Par exemple, si vous êtes du Togo, vous direz, vous pouvez me répondre, moi je pense que mon pays, on est parmi les derniers, et ainsi de suite. Et celui qui est au Canada me dira à peu près quelle position il estime être. Ça nous permettra d'avoir une idée de, de chacun des membres qui sont présents dans ce panel. Donc, je vous passe la parole. Est-ce qu'il y a une personne qui veut répondre? Je reprends la question, c'est vraiment de dire, est-ce que selon vous, la connaissance, le savoir est vraiment un élément qui peut permettre à une région, à un pays de se considérer comme une puissance? Et si oui, le pays dans lequel vous êtes actuellement, en particulier vous nous suivez, vous le situez où, à peu près, selon vous, votre vision, votre regard personnel dans l'échiquier mondial voilà, de du positionnement géopolitique du savoir? Ouais, Monsieur Pagui? Ouais, euh,
Merci pour votre présentation, Monsieur Fagla. Et voilà, par rapport à la question, j'entends plein dans l'échange. Ce que j'ai à dire très modestement, c'est que on sait que habituellement, c'est une connaissance, c'est une citation universelle. On dit habituellement que la connaissance, c'est le pouvoir. C'est-à-dire Ok, que c'est vrai que et la connaissance dans aussi large qu'elle soit, c'est-à-dire que c'est la connaissance qui est à la base même des acquisitions des richesses sous toutes ses formes. Et on sait que ceux qui détiennent la connaissance détiennent en réalité pas seulement le pouvoir, mais aussi possèdent aussi des connaissances parfois qui ne sont pas ouvertes au grand public. C'est la raison pour laquelle, en termes de classification, parlant de connaissances, je vais dire la connaissance de manière générale, même ce qu'il faut revenir, même dans la proto-histoire, on sait que tout part premièrement de l'Égypte antique. C'est-à-dire que tout ce qui est développé de nos jours, même les systèmes numériques et intelligibles, tout cela a été développé à une époque très ancienne et quelque part, c'est cette base-là qui est de plus en plus déployée, même dans les pays très développés. Et moi, je dirais aussi, allant plus dans ce même sens, que en Afrique tout particulièrement, on a des connaissances, c'est-à-dire qu'on a des connaissances traditionnelles, on a des connaissances ancestrales, on a des connaissances même culturelles. Mais ce qui se passe, c'est que l'influence des pays plus développés qui ont surtout un fort pouvoir de pouvoir vendre ce qu'ils ont en termes de culture, de connaissances, et à ce que la nôtre n'est pas toujours valorisée. Et ok, tu verras aussi que même s'il faut regarder, même sur le plan classification, les critères, c'est-à-dire quels sont les indicateurs qui permettent, par exemple, de classifier une connaissance ou un savoir, tu verras ça émane toujours, n'est-ce pas, de ces horizons qui sont développés en termes d'infrastructure. Donc, personnellement, je n'ai pas une certaine classification à faire, mais mon intervention est beaucoup plus aussi, s'inscrit beaucoup plus dans une remise en question aussi, et de voir aussi dans quelle mesure même les enjeux de tout ce qu'on connaît en termes de culture peut aussi plus ou moins être, peut aussi être vu, peut aussi avoir, du moins, peut être perçu sans toutefois rechercher une classification entre guillemets universelle. Donc, ok. c'est un peu comme ça que Vous voyez je la vois les chose. choses. Exactement. Surtout que tout ce qui est lié, parce que moi, je parle de la connaissance immatérielle. Je dirais toujours dans ce sens en disant que, euh, en Afrique, on a beaucoup de connaissances. Moi, je parle peut-être même de la connaissance, liée même au à la tradition, c'est-à-dire que à tout ce qui est peut-être neuropathie, tout ce qui se fait avec la nature, les traitements, c'est parfois des connaissances qu'on maîtrise, mais qui n'ont pas en réalité un cadre où cela a été peut-être mentionné, où cela a été, il n'y a pas un cadre, je voudrais dire, de transmission connu. C'est toujours des trucs un peu très cachés, très fermés, qui se transmettent soit de bouche à oreille, qui se prennent de manière très orale, qui peuvent être en réalité des véritables sources même pour le développement du continent. Donc, je sais pas si je me fais comprendre, je suis Oui, peut-être oui, oui, très oui. hors Non, sujet, non, non, mais ça, bon, en fait, ça, c'est non, mon positionnement par rapport à, en fait, voilà, votre votre question. positionnement, il est. D'abord, je vous remercie pour votre réponse. Elle est vraiment, elle est intéressante parce qu'elle est critique. Elle est critique de l'idée même de dire qu'il faut classifier le savoir. C'est très intéressant en ce sens que, effectivement, quand on regarde la bibliométrie, malheureusement, ça finit par quantifier des régions, finit par quantifier des pays par rapport à d'autres. Et effectivement, les sources autochtones, le savoir autochtone réparti à l'échelle planétaire n'est plus finalement valorisé. Donc, c'est pas forcément tous les savoirs humains qui sont finalement produits sous forme d'articles et transmis. Et donc, votre réponse vient
jouer un contrebalancement, mais ça montre que ça vient en fait, je pense que ça vient clôturer un peu la question parce que effectivement, si on se fie uniquement aux articles scientifiques, aux livres, ainsi de suite, c'est difficile de pouvoir être en mesure de dire que ça, c'est représentatif de tout le savoir humain planétaire, à savoir celui qui est officiel et celui qui est en griffe dit informel, mais qui en fait a permis à des régions et des peuples de traverser quand même des dizaines et des dizaines de décennies. Donc, je prends votre réponse comme un tremplin pour aller au prochain point. Le prochain point étant l'accès à l'information, euh, qui est aussi le cœur comment on dit, l'introduction même de cette table ronde. Donc, l'accès à l'information. Est-ce que vous estimez que dans vos travaux scientifiques, chacun où vous êtes actuellement dans vos travaux scientifiques, est-ce que vous estimez que vous avez un accès facile à l'information? L'information ici étant en griffe, les revues scientifiques. Je prendrai trois réponses oui, non. Trois réponses oui, non. Et par rapport à ça, je vais rebondir. Donc, juste ouvrir votre micro et me dire oui ou me dire non, s'il vous plaît. Oui, monsieur Abdoulrahim. Chez moi, oui, mais je voulais expliquer une technique pour avoir l'information. Ok, on vous écoute. Ok. Moi, en fait, j'ai un encadreur qui m'a formé pour avoir des bons documents en ligne sans pour autant dépenser de l'argent. Parce que je suis pauvre, je n'ai pas d'argent pour assister la donnée. Donc, qu'est-ce que je fais? Avec seulement 1000 francs, je m'achète des forfaits de connexion pour collecter la donnée. Et comment faire pour collecter les bonnes données ou trouver la bonne donnée? Et je vous donne 3 heures. Avec 3 heures seulement, je collecte une panoplie de documents. Et je vais structurer ça en 3 étapes. La première étape consiste donc à identifier son thème, ses objectifs, tout ce qu'il veut et tout ce que tu veux collecter. Ensuite, et les bons documents, ce sont des thèses, des mémoires et des documents de format PDF, DOCX, et des documents PowerPoint, des rapports en ligne. Donc, comment tu fais? Tu pars sur le navigateur de recherche de Google, tu tapes, par exemple, si je vais travailler sur la mobilité urbaine, je mets mobilité urbaine, je mets virgule thèse, je lance la recherche. Le navigateur part chercher toutes les thèses en lien avec la mobilité urbaine. Ensuite, je reviens encore, j'écris mobilité urbaine, je mets virgule mémoire. Je lance, je télécharge tous les mémoires. Après encore, je mets virgule PDF. Ça m'oriente vers des documents très intéressants. Après encore, je mets DOCX, ainsi de suite. Après encore, je mets Ok, rapport, ainsi de suite. Et la troisième étape aussi, c'est d'aller vers les grandes institutions, sur les plateformes des bailleurs de fonds internationaux plutôt. Par ok, exemple, la Banque mondiale finance des projets et ces projets sont disponibles sur les plateformes. Donc, il suffit seulement d'aller vers ces plateformes, par exemple, et aller collecter ces données. Et aujourd'hui aussi, nos institutions et les différents ministères aussi ont des plateformes. Donc, les données sont également disponibles sur ces plateformes. Il suffit seulement d'accord. d'avoir, par exemple, Donc, je travaille dans la mobilité, je oui. pars directement au niveau de la plateforme, je collecte ma donnée. Donc, voici un peu ce que je voulais dire, la technique pour avoir 100 documents en 1 heure de temps. Wow, ok, c'est vraiment intéressant. Ben, d'abord, je vous remercie pour votre partage. Et vous êtes vraiment dans l'idée même de ce webinaire qui est le partage d'expérience. Donc, j'espère que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui ont pu trouver de quoi pour leur propre projet. Et c'est vraiment intéressant. Je vous remercie. Et déjà, je vais compléter votre idée lorsque vous dites que oui, on peut avoir accès à des ressources. On peut aussi regarder au niveau institutionnel, donc au niveau des ministères qui sont en lien avec d'autres institutions internationales par rapport à des types de projets donnés et ces institutions-là qui vont offrir donc des accès et des sources à des revues spécialisées et qui peuvent être vraiment finalement une porte ouverte pour aller chercher de l'information. Donc vraiment, je vous remercie pour ce regard-là. Moi, je vais juste personnellement compléter en disant ceci. Ben, il y a aussi des techniques informelles, hein. L'une des plus simples, c'est de contacter, par exemple, si vous êtes dans une institution qui n'a pas euh, cotisé pour avoir accès à des bases de données de façon un peu plus démocratique, un peu plus ouverte, accessible à tous. Vous pouvez peut-être prendre contact avec une connaissance qui, lui, est située dans une université, qui a dépensé
pour avoir accès à ces bases de données-là. Donc, ça vous permet en fait de contourner toute la difficulté d'accès aux bases de données qui sont très chères, hein, qui sont souvent 1 million de dollars parfois pour certaines universités. Donc, ça, c'est une stratégie aussi que nous vous propose, ben, que nous partageons avec vous, qui vient compléter celle de Monsieur Abdulrahim. Donc, à la question de savoir est-ce que l'accès à l'information est facile, Monsieur Rahim, vous voulez toujours dire quelque chose, vu que votre main est levée? Non, non, c'est bon, c'est bon Ah, pour ok, moi. parfait. Donc, pour clôturer ce point, c'est pour dire que l'accès à l'information n'est pas toujours facile et dans nos institutions académiques africaines, mais il existe quand même des tournures, des stratégies plus ou moins formelles, comme celle que monsieur Rahim vient de partager avec nous, comme aussi se rapprocher des institutions locales comme des ministères et ainsi de suite, qui, eux, ont accès peut-être à travers des projets, accès à des bases de données, ou enfin prendre contact avec d'autres personnes, des amis, des connaissances à l'étranger qui sont dans les universités, qui ont accès à des sources d'informations pour avoir accès aux données dont vous avez besoin pour la recherche. Donc voilà pour ce point. Alors nous allons maintenant parler des collaborations internationales. Euh, Est-ce que vous estimez que depuis que vous avez commencé votre recherche, euh, que vous collaborez comme vous le souhaitez? C'est vraiment une question ouverte. Là, c'est vraiment subjectif, hein. Il n'y a pas de mot, une réponse claire. Mais est-ce que vous estimez, c'est vraiment pour, c'est là, nous sommes dans un aspect de sensibilité. Est-ce que vous estimez que dans le cadre de votre formation, vous arrivez vraiment à collaborer à l'international ou les éléments de collaboration que vous avez sont encore la collaboration dans votre département avec vos professeurs et vos collègues? Est-ce que vous arrivez à sentir ou à réaliser une collaboration internationale? Oui, pourquoi? Non, pourquoi? En une phrase. Merci. Oui, la parole à vous, monsieur HP ProBook, iPhone. Bon, c'est vrai que je n'ai pas encore expérimenté, mais je peux quand même me prononcer là-dessus. D'accord, on vous Avant écoute. je dirais, Ah, je crois qu'on vous a perdu, hein. Euh, Est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait prendre la parole en attendant que le monsieur revienne pour la collaboration internationale? allô? Oui, Allô? oui, 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 on vous écoute. Oui, je dirais que tout dépend, non, tout dépend d'abord individuellement des ambitions du chercheur, hein. Et je pense que quand la nécessité s'impose d'ouvrir une collaboration avec des partenaires à l'étranger, tu te lances en réalité. Parce que je suppose qu'on engage pas une collaboration juste parce qu'on veut collaborer, on engage parce qu'en retour, il y a telle idée de mutualiser, il y a telle idée de... Ah, je crois qu'on a perdu. Si je me trompe pas, je crois que c'était monsieur Jean Noré, hein. Je crois qu'on l'a perdu. En fait, pour clarifier ma question, en fait, l'idée ici, c'était de dire, est-ce que dans votre sujet de recherche, est-ce que dans le domaine dans lequel vous travaillez, parce que vous n'êtes pas le seul à travailler ce domaine-là à l'échelle planétaire, est-ce que vous arrivez quand même à prendre contact avec des gens qui travaillent plus ou moins sur le même sujet à l'étranger, dans le cadre justement de la production de connaissances et du savoir? Est-ce que c'est facile pour vous de réaliser cela? Et si oui, ben de partager voilà, de nous dire plus ou moins comment ça se passe, comment vous le ressentez. C'est plus dans ce sens-là. Et si c'est non, quel est selon vous, mais qu'est-ce qui empêche cela? Ou bien, est-ce que c'est juste parce que vous n'avez pas envie de le faire? Ou bien c'est vraiment comme il y a des barrières géographiques et institutionnelles et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une question très, très, très ouverte en fait. Parce qu'il y a une personne qui aimerait partager son expérience avec nous par rapport à son domaine de recherche. Il n'y a personne. Ok. Euh, ok, ben moi je vais peut-être prendre la parole. Ben moi, dans mon cas, j'ai eu la capacité de pouvoir faire des collaborations internationales. Et
avec des gens de différentes régions. Mais il faut être honnête, c'est que c'est pas toutes les collaborations internationales qui sont forcément terminées par des articles ou des productions en tant que telles. La plupart des collaborations internationales ont été souvent des échanges d'idées, des partages d'idées. Donc, des contacts, des gens te contactent, ils disent, ah, écoutez, votre objet de recherche, j'y travaille aussi là-dessus. J'ai vu que vous avez réalisé un terrain. euh, J'aimerais bien quand même qu'on échange, qu'on discute, qu'on prenne, qu'on puisse. Et voilà. Et là, souvent, la collaboration commence. Et il faut préciser aussi, souvent, les collaborations s'enracinent souvent lors des colloques. Donc, c'est vraiment ça aussi que je peux partager comme expérience. C'est vraiment lors des colloques, puisqu'on rassemble des sujets de colloque dans un même panel, et donc, du coup, les gens qui sont dans ce même panel que vous, d'office, ils ont les mêmes, à peu près plus ou moins les mêmes intérêts que vous. Et donc, en assistant à ce panel-là, en proposant, ou bien en illustrant votre recherche, ça crée des ponts. Et ça vous permet donc de créer des contacts à l'international et de réseauter. Donc, vraiment, par expérience personnelle, ça a été l'une des meilleures manières de collaborer à l'international, et de participer à plus de colloques scientifiques possibles, et en sachant que dans ces colloques-là, germent des centres d'intérêt collectif, des partages d'idées, des critiques, qui plus tard sont donc la base institutionnelle pour bétonner, verrouiller la collaboration internationale. Donc, ce serait peut-être ça ce que moi je dirais, et je vous encouragerais vraiment à le faire, à participer à des colloques et à partager vos travaux pour renforcer voilà, vos réseaux. Le prochain point, il nous reste deux derniers points. Le transfert de connaissances. Parmi vous, ceux qui sont sont toujours présents avec nous, est-ce que vous avez de la facilité à partager vos travaux? Le partage ici, ce n'est pas seulement d'écrire un article. Est-ce que vous avez l'impression que les connaissances qui émanent de la zone géographique où vous êtes, de l'institution dans laquelle vous avez été formé, des idées que vous-même vous avez développées, est-ce que vous avez l'impression que ces connaissances-là se diffusent facilement, ou vous avez l'impression que vous faites la recherche et que c'est-à-dire, vous écrivez des articles peut-être, mais vous n'avez pas l'impression vraiment que vos connaissances rayonnent, c'est-à-dire se font capter par d'autres qui vous font des retours. Donc, j'aimerais avoir l'avis de tout un chacun, s'il y a des gens qui aimeraient partager leur expérience. Ok, il n'y a personne? Personne? Bon, ok. Monsieur Pagui, Ouais, je ne sais pas si vous me recevez. Je peux oui, on avoir te un peu de reçoit. bruit. Oui. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que moi, par exemple, l'un des axes sur lesquels je travaille, c'est la porte sur le biomimétisme. Et j'ai déjà eu à avoir, à vouloir en réalité participer à plusieurs rencontres dans d'autres continents concernant les sujets. C'est vrai qu'à chaque fois, j'ai toujours été plus ou moins heurté avec cette question de prendre peut-être une semaine entière pour se déplacer dans un contexte parfois où on n'a pas la possibilité de le faire. Et pour moi, c'est en fait comme, c'est un peu comme des signaux en fait qui prouvent quelque part que le sujet qu'on aborde est, est ouvert en réalité. D'autant plus que c'est un axe autant pour moi qui peut aussi bien répondre à des questions de planification, que ce soit en Afrique, en Europe ou bien en Asie et bien d'autres. Donc, à ma connaissance, j'ai déjà eu à avoir des collaborations en ce sens. En fait. Parce que je me dis aussi que au-delà des colloques, même des rencontres, des expositions sont aussi comment on dirait, des occasions pour pouvoir faire valoir des échanges. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire par rapport à la question. Merci beaucoup. Vous m'excusez
vacarme qu'il y a tout autour de moi. Merci. Il n'y a pas de problème. Mais écoutez, je vous remercie aussi pour votre réaction. Donnez-moi, il ne te reçoit pas. Je ne sais pas si c'est moi. Moi, si j'ai le même problème, je Oui, ne oui, le reçois. oui, excusez-moi. C'est mon micro qui était coupé, désolé. Je disais tantôt que je vous remerciais, Monsieur Pagui, pour votre intervention. Et je disais que vu le temps qui tend à sa fin, que j'allais peut-être profiter pour clôturer en sachant que je vous informais que sur les 7 points à débattre, nous avons pu en aborder 6 et que comme conclusion, on pourrait retenir que en général, sur la question de l'accès aux sources de financement, on a remarqué qu'il y a un manque d'intérêt des bailleurs nationaux et internationaux à financer des projets de recherche sur le continent africain, portant sur les recherches sur les villes. Et dans un aspect philosophique, on s'est dit, ça peut s'expliquer peut-être déjà par la différence technique qui existe entre certains pays et les nôtres, qui ne voient pas l'intérêt en griffe, qu'est-ce qu'il peut apprendre de nous, ce qui est quand même subjectif. Deuxièmement, le manque d'intérêt peut s'expliquer par le fait que les gens déjà localement, on n'investit pas assez dans la recherche et donc comme ça a un levier, un effet domino sur le regard du financement de la recherche à l'international. Donc les gens se disent, bah, ils ne financent pas assez chez eux, bah, pourquoi nous financerons? Sachant que souvent chacun finance chez lui pour pouvoir avancer. Donc il y a ça. Nous avons aussi vu que l'évaluation de la recherche et le rayonnement se fait, mais dans un cadre plus administratif que purement académique. L'académie ici étant la notion de la bibliométrie, de dire est-ce que les chercheurs, les étudiants s'asseyent pour apprécier collectivement ce qu'ils produisent. Donc la réponse qui est ressortie, c'est non, sur le plan purement académique, mais oui, si on regarde euh, les politiques administratives qui sont promues, et aussi surtout quand on regarde le système d'évaluation, par exemple, de l'encadrement à travers des articles produits pour pouvoir monter en grade au niveau du doctorat, par exemple. Donc, voilà la réponse. Et on a conclu aussi que malheureusement, il y a un positionnement géographique de la production du savoir si on a un regard purement technique, donc axé sur la bibliométrie. Mais M. Pagui a soulevé l'autre aspect important. Il faut savoir que la science, les savoirs en général, il y en a qui ne sont pas forcément produits. Et donc, on ne peut pas quantifier réellement la quantité de savoir humain disponible à l'échelle planétaire. Et donc, c'est difficile de pouvoir juste regarder les classements internationaux axés souvent sur l'aspect bibliométrique qu'on nous vend. Il y a donc aussi des immenses savoirs qui peut-être demandent d'être produits par des entités locales, plus locales, pour pouvoir équilibrer un peu. Donc, nous avons aussi abordé l'accès à l'information. À ce niveau, c'était plus un partage d'idées. Monsieur Haïm et moi-même avons proposé des solutions, sachant que nous sommes dans un contexte d'inégalité d'accès à l'information lorsque la recherche est axée sur les revues payantes et ainsi de suite. Nous avons estimé que pour les collaborations internationales, il faudrait penser à passer peut-être par les colloques qui viennent enrichir le discours, mais aussi surtout qui permettent de réseauter plus facilement en mettant des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt au même endroit pour parler plus ou moins des mêmes objets de recherche. Et en fait, nous avons estimé que le transfert de connaissances entre ce qui se fait de façon officielle, donc à travers un article, et ensuite le retour de ce transfert de connaissances, bon, ça c'est quelque chose sur lequel, vu que beaucoup de gens n'ont pas réagi, on peut donc conclure que la plupart d'entre nous, dans ce panel-là, n'ont pas eu l'impression, malgré qu'ils ont écrit des articles, qu'il y a eu un transfert, mais ils ne peuvent pas le mesurer pour l'instant avec le peu d'informations qu'ils ont su, est-ce que ce qu'ils produisent comme information, comme connaissance, a vraiment un impact réel sur leur milieu, leur environnement. Donc, ces 6 points vont me faire conclure donc sur le 7e point,
qui est celui de la visibilité internationale des recherches. Et comme conclusion, je dirais pour ce point qu'il faudrait attirer l'attention à nos décideurs locaux africains à divers niveaux, qu'il est essentiel donc de promouvoir des politiques donc, de libre accès, de renforcer les collaborations internationales, de développer des infrastructures, de données accessibles à tous les chercheuses et chercheurs, indépendamment de leur origine géographique ou institutionnelle. Et tout cela nous permettra donc d'améliorer l'accès aux sources de financement à travers des idées qui sont développées localement, à travers des personnes qui veulent investir dans la recherche, mais qui constatent que le cadre africain n'est pas encore idéal. Il faudrait peut-être au niveau des institutions locales mettre en place des stratégies d'évaluation de la recherche et du rayonnement pour savoir où l'on est et pour savoir où est-ce qu'on veut aller. Et tout cela aura donc un impact sur notre positionnement géopolitique de la production du savoir. Me voici donc à la fin, nous voici plutôt à la fin de notre table ronde. Je remercie énormément tous ceux qui nous ont suivis pendant ces 2 heures, pratiquement 2h10, 2h20 de temps. Merci à vous. Le Récimva vous souhaite vraiment une agréable suite de journée et on reste à l'écoute. D'ici là, on va mettre à disposition notre programme officiel de la suite des autres activités que nous comptons faire. Nous profitons pour vous demander de bien vouloir parler de notre réseau autour de vous. Nous espérons que vous serez intéressés à nous rejoindre en tant que membre actif ou membre sympathisant. Et voici donc des contacts, email, site web, téléphone ou les réseaux sociaux par lesquels vous pourrez passer pour nous joindre. Ce sera un immense plaisir pour nous de vous répondre. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.